Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je me présente, je suis Jean-Noël Nguessan. Et nous allons commencer notre série de webinaires. Aujourd'hui, on reçoit un grand homme, on reçoit un géant, on reçoit un lourd, comme il aime le dire. Et je ne vais pas prendre assez de temps. Je dis déjà merci à ceux qui sont connectés. N'hésitez pas à partager le direct dans votre réseau. On va le faire, nous aussi, de notre côté tout à l'heure. Donc, vous savez, comme on a l'habitude de faire, c'est une séance très interactive qu'on souhaite avoir avec vous, avec toute cette communauté-là de personnes branchées aux quatre coins du monde. Venez, on va partager ensemble, on va zoomer sur nos différentes passions et c'est en cela qu'on va justement se bonifier davantage. Donc, Michael, tu prendras le temps justement de te présenter, mais c'est encore pour moi l'occasion de te dire merci. Merci vraiment parce que tu as mis ton temps de côté. Déjà pour nous, ce n'est pas évident le décalage horaire. On est très conscient de cela. Et aujourd'hui, te recevoir, c'est une fierté pour nous parce que tu as beaucoup à nous dire, tu as beaucoup à nous apprendre. On a besoin d'être boosté par justement tout ce que tu as déjà fait. Je pense que tu es la personne la mieux habilitée pour justement parler de ce bout-là. Bref, nous allons parler d'un thème très important. Je me souviens de la dernière édition de la journée du code que nous avons organisée dans une université, la plus grande université virtuelle justement du pays, en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Nous avons parlé justement de la portée du mobile, du téléphone en Afrique. Dans un des rapports justement que j'ai lu de la BAD, je pense, si j'ai bonne mémoire, j'ai vu qu'il y avait plus de téléphones mobiles que d'habitants. Et cela était paradoxal pour moi, mais ça montre en fait le taux de pénétration du mobile. Donc, ce soir, cet échange va nous permettre justement, Michael, nous, de pouvoir te poser toutes sortes de questions pour pouvoir comprendre vraiment non seulement les aspects techniques, mais aussi les aspects théoriques et même marketing, business, si tu veux. Et c'est en cela qu'on va tous grandir. Bref, anime ta session comme tu peux, comme tu veux. Je n'hésiterai pas, si j'ai l'occasion de répondre sur certains aspects. Et puis bon, c'est ensemble qu'on va arriver. Donc, merci d'être là. Je te passe la parole et puis voilà. Déjà, tout d'abord, merci Jean-Noël. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, on avait pu échanger grâce au réseau aussi 10 000 codeurs que j'ai rejoint en mars, si je ne dis pas de bêtises, ouais, en mars dernier, donc il n'y a pas longtemps. Et j'ai été séduit par là, parce que j'avais rencontré le fondateur Douglas déjà quelques années auparavant. Et je me suis dit, finalement, on a peut-être les mêmes ambitions, la même volonté, parce que moi, je suis originaire de la Martinique, j'ai 37 ans aujourd'hui. Et aussi bien pour la Martinique, aussi bien pour l'Afrique, je pense qu'on a envie de faire les mêmes choses. Quand on regarde l'Afrique et les Antilles, ce n'est pas la même taille du tout, mais on a les mêmes problématiques. Et le fait de savoir qu'on a aussi nous, parce que c'est la même chose, et l'initiative, c'est pour ça aussi que je l'ai rejoint et que je l'ai partagé, c'est que
euh, on doit mettre aussi en avant les talents. Alors, c'est vrai que si je résume après mon parcours, c'est vrai qu'après 10 ans, moi, j'ai commencé le mobile quand c'était le début, hein, quand l'iPhone sortait. Donc, c'était fin 2009, début 2010 quand je commence. Et à ce moment-là, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Les réseaux de télécommunications, ils n'étaient pas développés comme ça l'est aujourd'hui. On parle de 4G, bientôt de 5G et tout ça. Et on a vu, en tout cas, je pense que pour ceux qui ont grandi avec les smartphones ou les téléphones portables, ils ont vu l'évolution de tout ça, que ce soit aussi bien au niveau matériel et aussi bien au niveau des forfaits téléphoniques ou des possibilités, hein. Par exemple, en Afrique, je sais que les payer avec son smartphone, voilà, c'est des choses qui sont dans les usages qui sont communs. Et on a vu comment le monde des applications a été bouleversé grâce un petit peu à tout ça, hein. Parce qu'il faut se rappeler à l'époque, on était encore envoyé des SMS qui coûtaient 15 centimes à chaque fois qu'on envoyait. Aujourd'hui, on est dans l'ère de tout du tout illimité. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ont changé. Pour, pour me présenter aussi rapidement, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui m'ont emmené de la France jusqu'à la Silicon Valley. Donc, on sait aujourd'hui que euh, ben, la Silicon Valley, ça représente justement le boom technologique. Les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, voilà, ils viennent de là. Donc, j'espère qu'un jour, l'Afrique aura aussi ces GAFA. Mais en attendant, c'est sûr que quand j'ai été amené à aller à la Silicon Valley, forcément, c'est super inspirant parce que tout ce monde technologique, on va parler un peu plus en détail des applications, ça vient aussi de là. Donc, il a fallu aussi comprendre comment ça marche, pourquoi et à quoi on répond aussi, quelles problématiques on répond. Et du coup, moi, ça m'avait passionné à l'époque, parce que quand je commence le mobile, euh, à la base, moi, j'étais plus de l'univers de la musique et de la vidéo, et je voulais créer une application déjà juste pour moi, juste pour comprendre en fait comment ça marchait. Donc, j'avais fait une application web radio qui était DJ Web Radio, qui était mon nom de DJ à l'époque, parce que je mixe plus aujourd'hui. C'est déjà pour rentrer dedans, pour comprendre un peu comment ça marchait. Et puis mes potes, mes amis me disaient, ah, c'est cool et tout, vas-y, tu peux me la mettre et tout. J'aimerais bien écouter ce que tu fais, j'aimerais bien voir. Et donc, du coup, on était un petit peu dans cette effervescence où c'est nouveau, donc on a envie d'essayer des choses. Et là, on est bien avant toutes les applications euh, qu'on bouleverse un peu le monde. On parle de Airbnb. En tout cas, moi, je vais parler plus de l'expérience en France ou à l'étranger, aux États-Unis, pardon. Mais c'est vrai que le voir en fait de l'intérieur et être développeur, ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Alors après, comment on devient développeur mobile? Moi, c'est vraiment parce que je dis pas c'est un coup de chance, je ne vais pas le dire comme ça, mais à cette époque-là, moi, je travaillais dans une SS2I, dans une société de services en informatique, et j'ai voulu changer de technologie, parce que j'étais développeur Java à l'époque, hein, pour ceux à qui ça parle. Mais du coup, je sais pas, je ne ferais pas de mission, je ne ferais pas quelque chose qui me plaisait. Et à l'époque, il n'y avait pas de demande comme aujourd'hui sur les besoins d'applications mobiles. Et j'ai fait le pari de me lancer dessus. Et voilà, donc j'ai eu différentes rencontres, dont celle qui a peut-être bouleversé aussi mon parcours, c'est l'application de voyage SNCF. Aujourd'hui, ça s'appelle Oui SNCF. Donc, c'est une application qui est utilisée par des millions de personnes en France. Et ça a été la toute première application que j'ai mise sur l'Apple Store. Donc, la première appli euh, que j'ai pu faire. Et la mission que j'avais, c'était d'internaliser cette application. Donc, j'étais le seul développeur là-bas. Donc, essaye d'imaginer, au-delà que tu viennes voilà, des Antilles, ou de la diaspora ou de la France, peu importe, tu vois, c'est aussi une fierté, tu vois, de pouvoir contribuer et de te dire, tu mets quelque chose dans les mains des gens, quelque chose d'utile. Et puis, forcément, c'est le projet qui m'a lancé et qui m'a amené voilà, à aujourd'hui être formateur. Aujourd'hui, je forme au développement d'applications. Donc, on aura l'occasion, je pense aussi d'en parler. Il s'est passé beaucoup de choses. Et du coup, j'ai créé aussi ma chaîne YouTube au passage où justement, je parle un peu de l'actualité dans le monde des applications. Et aussi, je forme à la nouvelle façon, la plateforme SwiftUI que Apple a sorti pour pouvoir créer des applications mobiles beaucoup plus facilement qu'avant. Mais j'aurai l'occasion de faire
faire une petite démo. Donc voilà pour la courte introduction. Ok, c'est tranquille. Aussi, nous allons passer à la deuxième phase, puisque c'est 3 temps pour ceux qui nous ont pris en cours. Notre série de webinaires est structurée en 3 étapes. La première étape, c'est justement une partie théorique couplée à la présentation de l'invité. La seconde partie, elle est un peu plus technique, qui nous permet justement de toucher les aspects techniques, de parler technique. Et la troisième série sinon la troisième vague, c'est là que nous allons poser les questions, c'est là que nous allons réellement interagir avec l'intervenant et on va apprendre beaucoup de lui. Donc, Michael, je te passe encore la parole pour que tu puisses en fait continuer dans ton feeling. Merci. Ouais, alors, merci. Alors, ben, comme tu as dit, hein, par rapport à la structure, donc dans la première partie qui va être aussi large aussi, parce qu'il y a tant à dire, il y a tellement de choses à dire dans l'univers des applications mobiles. La première chose déjà que j'ai envie de partager, bon, on est en 2020 et aujourd'hui, on a vu que les consommations sur une application mobile ont dépassé largement celles sur le web. J'ai plus tous les chiffres en tête, mais je crois que Jean-Noël, tu disais que en Afrique, il y a plus de téléphones dans certaines parties que d'habitants. Et donc ça, je trouve ça qui est déjà énorme, mais on a vu que la société, elle a été bouleversée par rapport à ça. Aujourd'hui, alors c'est même plus de la théorie, hein, là on est vraiment dans le monde réel. Aujourd'hui, c'est vrai que se dire que ben, il me faut une application pour mon business ou j'ai besoin d'une application mobile pour avoir accès à l'information rapidement, etc. Voilà, ça amène à réfléchir à comment on fait en fait, comment on fait techniquement et comment on va apprendre. L'ambition, je pense aussi de ce webinaire et de pouvoir partager aussi avec tous les auditeurs, c'est un petit peu qu'est-ce que c'est vraiment, tu vois, parce que c'est quoi la différence avec un site web parce que moi, on me pose énormément de questions par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce que je peux juste te dire, c'est que notre façon de consommer l'Internet a changé. Notre consommation d'interagir un petit peu avec l'information. On voit bien que le mobile, il présente plusieurs avantages, à savoir d'avoir de l'information par là où on se trouve. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de géolocalisation. On parle beaucoup de notifications, c'est avoir des infos. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons chercher l'information, c'est l'application qui nous la donne. Donc, on a aussi cette relation d'instantanéité qui nous est fournie par des applications mobiles qui n'étaient pas possibles, en tout cas qui ne se faisaient pas avec le web. Donc, du coup, ça a changé nos usages, etc. On a vu l'évolution des GPS, par exemple, pour s'orienter, pour pouvoir ne serait-ce que naviguer. À l'époque, voilà, mon père, il avait le bouquin, hein. Il avait ça, il avait le plan, et puis il s'arrêtait, et puis il regardait. Aujourd'hui, non, ça c'est fini. C'est qu'on est arrivé dans ce besoin aussi d'instantanéité, de rapidité. Ce qui fait que les applications mobiles aussi, elles ont modifié nos façons d'interagir. Une application mobile, comme vous savez, ça nous permet aussi de faire plusieurs choses. Maintenant, on peut se connecter avec sa banque, on peut faire des virements, on peut faire des Western Union, on peut en quelques clics, donc avec une certaine expérience qui est assez intéressante, on peut réserver un hôtel, on peut commander une voiture. C'est qu'aujourd'hui, les cas d'usage, il y en a tellement que maintenant, on arrive à comprendre ce qu'on peut faire. Combien d'applications il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois, il y en a plus de 2,5 millions. Je ne sais même plus. Sur Android, il y a plus de 6000 modèles de téléphones différents dans le monde, alors que sur iOS, vu que c'est l'écosystème Apple, ça va être limité aux iPhone, iPhone SE, etc. Donc, on est sur une dizaine contre des milliers, ce qui fait que le nombre aussi d'appareils sur iOS, aussi, il y en a beaucoup moins. Moi, ma spécialité, c'est le développement Apple, à part bien sûr d'Android.
Et ensuite, il y a aussi l'autre question, c'est, OK, moi j'ai envie de faire une application. Qu'est-ce que je dois utiliser? Comment je fais? Alors pareil, encore un sujet qui est assez large, c'est que pour répondre à tout ça, parce qu'il faut savoir que Windows Phone, le système n'existe plus. Donc Microsoft l'a abandonné parce que voilà, c'était trop concurrentiel pour s'aligner avec Google, par exemple. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, iOS et Android, ben, c'est 100% du marché mondial. Donc forcément que quand on fait une application, on veut être partout, ben, on demande à être sur les deux plateformes. Comment on fait pour être sur les deux plateformes? Pour être sur les deux plateformes, en fait, euh, alors soit tu as deux développeurs, un qui va faire la partie iOS, l'autre qui fait la partie Android, ou tu peux utiliser d'autres plateformes, ce qu'on appelle les plateformes hybrides. Il y a React Native, il y a Flutter, et il y en a d'autres qui répondent en fait à ça, qui nécessitent d'avoir plus des compétences. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir des compétences dev web et les porter euh, et utiliser ces plateformes-là pour faire des applis. Je parlerai aussi des différences, aussi des avantages, des inconvénients, puisque forcément il y en a. Euh, les premiers, c'est par rapport à l'expérience utilisateur et l'autre par rapport au coût aussi de développement. Parce que si on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que comme les compétences sont rares, forcément, elles sont aussi plus chères. Ça, c'est sur la partie marché. Donc, je pense, comme tu as compris, hein, le pouvoir des applis, c'est celui, ben, tu vois, dans la main, c'est avoir cette sensation de pouvoir contrôler, de se dire, voilà, je maîtrise mon environnement, je maîtrise ce qui est autour de moi. Et ça, c'est vraiment ce qui a vraiment bouleversé sur ces dernières années, vraiment l'usage du mobile. Bah, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il est plus à démontrer. Maintenant, euh, sur des aspects, si je vais parler maintenant plus d'expérience personnelle, sur des aspects business. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est, j'ai fait une application, c'est bon, j'ai réussi ma vie, c'est bon. Il y a toujours la réalité qui est à qui je m'adresse, tu vois, la cible. Euh, Quand on fait une application, on a peut-être une vision globale, hein, une vision ou d'une problématique très précise, mais, euh, mais est-ce que ces personnes-là à qui cette application s'adresse, est-ce que je vais pouvoir y répondre convenablement aux attentes de mes utilisateurs? Donc, une application, c'est pas que de la technique, c'est pas que du code en fait. Quand on veut faire une application, souvent c'est un projet aussi qui va autour, qui va demander ben, forcément un savoir-faire. Il faut savoir faire. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, je pense, c'est avoir une bonne équipe. Parce qu'on peut faire des choses tout seul. Beaucoup l'ont fait, hein, surtout ceux qui étaient là au début. Mais c'est vrai que si on veut vendre, on veut commercialiser et aller plus loin, aujourd'hui, c'est simple, hein. Tu crées une application. Ton application, elle va être parmi les 2,5 millions d'applications qui existent déjà. Comment tu fais pour sortir du lot, comment tu fais pour être visible, etc. Donc forcément, il y a plein de choses qui vont aller avec les réseaux sociaux ou des médias, tu vois, etc. Et aussi une audience qui est engagée dans ton projet. Alors, j'ai deux exemples personnels. C'est-à-dire, j'ai réussi à mettre deux applications que j'ai fait pour la Martinique, une pour le Tour des Yoles, qui s'appelle Yole 365, hein, elle est toujours disponible sur l'App Store. Je pourrais mettre le lien dans la description. Euh, mais quand l'application elle est rentrée dans le top 50 des meilleures applications de l'App Store, c'est-à-dire que tu rentres vraiment au max pour une application que personne connaissait. Parce qu'en fait, le Tour des Yoles en Martinique, en fait, la Martinique, c'est une île. Et donc, tous les ans, on a une course de yoles. En fait, c'est des bateaux traditionnels qui font le tour de la Martinique à voile. Et du coup, on avait équipé les yoles avec des balises GPS et tu pouvais les suivre en temps réel en fait, avec l'application. Ce qui était, pour la Martinique, c'était quelque chose d'énorme. Tu vois, parce qu'on a mélangé innovation et tradition autour d'un projet digital. Et les gens, ils ont adhéré tout de suite. Donc forcément, ça a eu un pic de téléchargement. Donc tout le monde a téléchargé l'application, etc. Et du coup, ce qui fait que, comme elle a bien été perçue, elle a été téléchargée, elle a été commentée, donc ça fait plein de, comment on appelle ça,
plein d'activités. Et ben, du coup, ça fait que ça remonte dans les classements. Et la dernière que j'ai faite, donc, c'est une application qui s'appelle Bucket Finder qui permet de localiser en fait des restaurants. Parce que la problématique à la base, c'était pour les restaurants ambulants qui sont dans des camions, puisqu'on ne savait pas exactement où est-ce qu'il fallait les trouver. Et en fait, l'application répond à cette problématique, c'est-à-dire qu'on affiche précisément sur une carte où est-ce que le restaurant se trouve, avec des informations qualitatives et tout. Et comme cette audience-là, ils ont ils n'ont pas un accès direct forcément numérique ou une application. Donc, du coup, le fait d'avoir créé cette plateforme-là, ben, ça leur permet, d'être visible sur une plateforme digitale sans avoir à développer une application de A jusqu'à Z et de pouvoir avoir un produit qui leur ressemble. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. De toute façon, j'aurai l'occasion, dans la partie code, donc dans la partie 2, de vous montrer un exemple de code, à quoi ça ressemble, vraiment, vraiment techniquement. C'est le sujet pour lequel on va pouvoir échanger ensemble. Et voilà, mais il y a tellement de choses, comme je disais, il y a tellement de choses à dire sur le monde des applications. Il y a le monde iOS, il y a le monde Android aussi, parce que c'est deux développements différents à la fin pour essayer de faire le même produit. Comme je disais, aujourd'hui, on ne peut plus trop s'affranchir. Peut-être que c'est peut-être un tout petit peu différent, peut-être sur le marché africain. Je ne le connais pas encore, mais je me dis que d'abord, Android, vu que c'est le cœur premier, ça peut suffire déjà pour démarrer, pour être honnête. On n'est pas obligé d'avoir les deux tout de suite. Même si je sais que ça évolue, voilà, maintenant, les iPhones et les prix ont baissé et tout. Mais ce que je pense qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il faut s'adresser au marché dans lequel on est. Ça ne sert à rien de te mettre plus, parce que tu vois, si je te dis, ouais, il faut faire un copier-coller de ce que les Américains ils font, les Américains, ils répondent à ce qui se passe chez eux, déjà. Tu vois, ils ne répondent pas d'abord à ce qui va se passer en Afrique ou en France ou en Chine, encore moins en Chine. Donc, voilà. Et après, on pourra parler aussi de stratégie, aussi marketing, aussi comment on se démarque, parce que ça, c'est des choses que moi, j'ai réussi à mettre en place et aussi à faire qui fait qu'après, tes applications, elles sont mieux vues, elles sont mieux identifiées et les gens vont être plus réactifs. Je vous ferai un petit point aussi spécial après sur l'expérience utilisateur. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Un point encore qui est intéressant, le pouvoir des applications. Alors, ça va peut-être intéresser certains, mais le pouvoir de l'application, c'est aussi gagner de l'argent aussi. Euh, Grâce aux applications, voilà, moi j'ai pu créer ma société et depuis avril 2013, j'ai toujours eu des missions et j'ai toujours eu du travail. Et par exemple, en France, si on parle en toute transparence, les tarifs pour un développeur iOS ou Android, donc là je vais parler de développement natif, c'est-à-dire c'est quand on développe sur la plateforme qui est dédiée, on est sur des tarifs entre 400 € et 650 € par jour. Hein. Toi, je me suis gratté la tête parce que. Mais c'est ça, c'est ça. Et voilà, moi, c'était plus mon cas, par exemple, sur la fin. Et, et c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose qui est. Ouais, déjà, c'est cool déjà de travailler dans les applications parce que ça change tout le temps, c'est tout le temps nouveau. Tu vois, aujourd'hui, je te dis ça après 10 ans. Il va y avoir la conférence d'Apple à la fin du mois de juin, le 22 juin, pour être précis. Et ils vont encore annoncer des nouveaux trucs. Donc, tu vois, ça va encore changer. On a déjà changé la façon de faire. On change encore les moyens techniques. Quand on voit ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle qui est embarquée dans le mobile, on se dit, il y a pas de limite. Et pour moi, le pouvoir des applications mobiles, c'est de pouvoir gagner de l'argent, clairement. Aujourd'hui, parce que les profils sont rares, parce que la demande, elle est forte aussi. Donc, clairement, on peut gagner bien, bien sa vie, hein, clairement. Et le pouvoir des applications, c'est de pouvoir changer le monde à sa façon. Et ça, pour moi, c'est énorme. Il n'y a rien qui t'empêche, tu vois, tu ouvres ton ordi, tu crées un nouveau projet et tu te dis, vas-y, moi aussi. Et moi, c'est ça que je trouve énorme euh, dans l'écosystème. Il est toujours dynamique, il évolue plus justement que la partie web. Les langages, eux, n'évoluent pas trop,
mais la technologie, elle évolue. Et imaginez, si je prends l'exemple, euh, par exemple, ça, c'est un iPhone 11 Pro, donc ça, c'est le dernier. J'ai presque envie de dire c'est peut-être le plus cher, mais c'est vrai que quand on regarde ça, c'est des ordinateurs. C'est même plus des téléphones, enfin, on dit smartphone, mais c'est même plus ça. C'est le pouvoir, c'est surtout celui que donne aussi l'appareil. Donc la combinaison matérielle, hop là, la combinaison matérielle et logicielle, ben, c'est ce qui fait qu'on arrive à créer des choses aussi qui sont assez puissantes, très puissantes. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses, hein. Les applications mobiles, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Un dernier point aussi, alors là, je te partage une anecdote, c'est que en 2017, il y a 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, bah, pour ceux qui sont déjà allés sur ma chaîne YouTube, j'ai pu rencontrer Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, à la conférence F8, c'est la conférence de Facebook pour les développeurs, c'était en Californie. Et je suis tombé par hasard sur lui. En plus, bon, la rencontre, elle est assez énorme. Donc forcément, bon, comme il y a la sécurité, tu ne peux pas trop parler en privé ou en direct, mais si tu dis, ben, tu l'as fait, tu vois, tu es au bon endroit et tu t'es pas trompé. Et aujourd'hui, c'est sûr que si on a envie d'avancer et se rapprocher des numéros 1, bah, c'est sûr que voilà, ces déplacements aussi spontanés, parce que moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que grâce aux applications, le pouvoir des applications aussi, qui est le thème d'aujourd'hui, c'est que ça m'a permis de voyager aussi énormément. Grâce aux applications, bah, j'ai pu aller sur des salons, j'ai pu aller, voilà, j'ai pu aller à plein d'endroits. Je suis parti au CES de Las Vegas, donc c'est le plus grand salon d'électronique au monde. Rencontrer des gens qui sont dans ce qu'on appelle l'IoT, les objets connectés. Déjà en 2015, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, on voit que on court pas en acheter, mais il rentre automatiquement chez nous. Par exemple, c'est ton frigo qui est connecté ou c'est ta télé qui est connectée. Et on peut voir qu'avec une application mobile, encore une fois, on peut piloter maintenant des objets qui sont à distance de n'importe où. Quand la 5G sortira, on refera une autre discussion. J'espère, Jean-Noël, on parlera un petit peu des transformations grâce aussi à l'accès au réseau. Mais c'est vrai que ces différentes rencontres, bah, ça te fait grandir, ça te fait bah, prendre confiance en toi et te dire qu'en fait, c'est possible. Alors qu'au début, tu pars juste d'une idée, tu vois, qui était juste comme ça. Donc, et pouvoir le partager aujourd'hui avec les frères d'Afrique aussi. Partager aussi avec vous aussi cette expérience-là, c'est juste de montrer que c'est possible. Tu sais, moi, je viens des quartiers, je viens de banlieue parisienne, tu vois. Donc, on ne vient pas d'un endroit qui est si différent, tu vois. On est peut-être, d'une certaine façon, je ne dis pas mis à l'écart parce que quand tu te bouges, ce n'est pas le sentiment, tu vois, qu'on a, mais c'est de se dire que si on fait des actions, bien sûr, tu as plus de chances, d'y arriver. Donc, maintenant que moi, j'ai passé cette porte-là, bah là, je la laisse un peu ouverte pour laisser faire entrer les petits frères, tu vois, pour qu'eux, ils puissent voir aussi, qu'ils puissent faire leur avis. Maintenant, c'est vrai que la formation, ça m'amène à prendre plus de recul. C'est vrai que je développe moins aujourd'hui, mais ça me permet déjà de me dire, bah voilà, comment je peux être utile et pouvoir bah, former justement à faire des applications mobiles. Donc, c'est pour ça qu'hésitez pas à noter vos questions parce qu'il y a tellement de, comme je dis, il y a tellement de choses à dire que le webinaire, je pense qu'il peut durer longtemps. Mais en tout cas, voilà, pour la première partie, je pense que ces choses-là, voilà, elles sont intéressantes en tout cas déjà de partager cette partie de parcours et ensuite ben, de pouvoir ben, laisser une ouverture sur l'avenir aussi et de voir après ce qu'on peut faire ensemble. Comme je disais, les vidéos, j'en fais beaucoup sur ma chaîne YouTube. Je partagerai aussi le lien, parce que je parle de mon expérience. Il y a une vidéo que je vais faire aussi sur les différences entre le natif et l'hybride. Justement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une question qui va être technique. Donc, je vais la laisser pour la partie technique. Et, euh, et voilà, quoi.
En tout cas, c'est cool. Moi, j'aime le mobile. Donc, passionné. Alors, je vois qu'il y a, ah ouais, il y a beaucoup de messages. J'ai vu aussi. Donc, on va les garder pour la fin. Michael. Tu me reçois? Allô? Oui, oui, Allô? je t'entends. Parfait. Donc, on va les garder pour la fin. S'il te D'accord. plaît, est-ce que tu pourrais justement nous partager une petite application où tu aimerais rentrer un peu dans le code pour nous faire savourer quelque chose? Ça serait très bien pour nous. Merci. Ouais, 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 ouais. Alors, bah attends, je vais partager mon écran. Alors, ce que je vais essayer de faire, hein, je vais décomposer en deux parties. C'est-à-dire, je vais vous présenter un exemple de projet. En fait, le projet dont je vous ai parlé, Bucket Finder, je vais vous montrer en exclusivité, hein. Là, Jean-Noël, là, c'est pour vous parce que cette version, elle n'est pas sortie. Ce que je vais vous montrer. Ça, c'est prévu qu'elle sorte en septembre. Mais sinon, l'application, elle est déjà disponible sur le store. Mais là, ce que je fais, c'est en fait, je fais la nouvelle version avec le nouveau langage qui s'appelle SwiftUI. Alors, je ne sais pas si tout le monde, si tu m'entends, Jean-Noël, parce que je vois que l'image, elle est bloquée. Mais OK, non, c'est bon. Donc là, je vais vous montrer, je vais partager mon écran. Hop, OK. Donc, alors, je vais vous montrer. Alors, ça c'est Xcode. Xcode, c'est, je ne sais pas si on voit quand je zoome. Donc, Xcode, c'est le logiciel en fait de développement en fait qui est sur Mac en fait, sur Apple. Parce que le développement, ce qu'on appelle natif, c'est en fait c'est pour utiliser en fait les outils qui sont fournis par Apple pour le coup. Xcode, c'est le logiciel. Là, je vais vous montrer une petite démo. Et il est disponible que sur Mac. Alors, il y en a qui ont déjà réussi à l'installer sur PC. Sur PC parce que, bon, on peut mettre des machines virtuelles de Mac et tout. Bon, ce n'est pas le meilleur et ce n'est pas ce qui est recommandé. Mais en tout cas, avec Xcode, ben, on peut développer sur iOS. Alors ici, dans cet exemple-là, ben, j'étais en train de refaire en fait mon application. Et ici, j'étais en train de refaire cet écran. Alors, ce qui est bien, en fait, avec cette nouvelle technologie, avec SwiftUI ici, c'est on a ce qu'on appelle le live Canva. Ça veut dire qu'en fait, je peux construire mon écran dynamiquement avec le code. Par exemple, là, je vais faire un exemple. Donc ça, c'est la page de login. L'utilisateur, il va lancer l'application, hein, et puis il va tomber sur une page, voilà, bienvenue, un bouton pour se connecter avec Facebook, un bouton passer. Ce qui est assez cool aussi, c'est que je peux afficher des différents rendus, parce que quand on parle de mobile, on parle de téléphone, de smartphone, mais il y a aussi la tablette. Et en fait, je peux développer, en fait, avec un seul code, je peux développer plusieurs écrans. Je peux faire pour le téléphone, pour l'iPad, pour l'Apple Watch, que je n'ai pas là. Je peux le faire pour le Mac, etc. Donc, je peux développer pour tous les appareils de l'écosystème Apple. Et en fait, ici, si je montre aussi un exemple, alors je vais le faire en live, parce que des fois, mon ordi, il rame un tout petit peu. Ce qui est bien, c'est que je peux voir, en fonction de là où je clique sur mon interface, je peux voir à quelle partie du code ça correspond. Par exemple, ici, je sais pas, je vais faire un truc. Tu vois, le code, en fait, il se met à jour en live, en fait. C'est-à-dire que je peux rajouter un bouton. Je sais pas, par exemple, imagine ici, je vais taper, la classe qui s'appelle button, par exemple. Alors, il y a une bibliothèque avec plein, 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 plein de fonctions. Donc ici, je vais simplement, par exemple, rajouter un bouton ici. Je vais mettre juste une action. Hop, je vais mettre print hello. Et ici, par exemple, dans ce qu'on appelle le label, en fait, le label, c'est la vue, en fait, à quoi je veux que mon bouton il ressemble. Et en fait, mon bouton, je peux juste lui dire, par exemple, je vais mettre un texte et je vais mettre le texte, je vais mettre bienvenue. Donc ici, je peux mettre ce que je veux, je peux mettre une image, je peux mettre… Et tu vois, en live, en fait, j'ai mon bouton qui va se dessiner, je peux cliquer dessus, etc. Donc là, là, je fais la démo en fait de SwiftUI, en fait, qui est le nouveau framework d'Apple. En fait, Apple a annoncé
en juin dernier, l'année dernière. Donc, donc c'est le nouveau framework pour faire des applications qui va se rapprocher plus de langage pour certains qui ont fait un peu peut-être de l'hybride, comme Flutter, etc., qui va se rapprocher beaucoup plus de ça et qui va permettre de bénéficier de 100% des capacités. Donc, tu vois, et en direct, je peux construire mon interface, je peux faire des trucs dynamiques. Alors, avant, c'était un petit peu différent et on peut le faire assez rapidement. Le truc qui est bien, c'est qu'on a aussi une librairie, on a une galerie en fait de plein de composants qu'on va retrouver, les composants natifs. Par exemple, si je veux mettre dans mon interface, je ne sais pas si moi je peux déplacer. Par exemple, si je veux mettre un slider, j'ai juste à glisser soit dans mon code. Si je le mets en dessous du bouton Facebook, tu vas voir qu'il va apparaître ici. Alors là, il n'est pas calibré spécialement, mais le principe de drag and drop, ça on le retrouve beaucoup en fait dans l'écosystème Mac, permet de construire aussi rapidement des interfaces. Il y a plusieurs avantages. Alors là, je vais ouvrir par exemple un exemple ici. J'ai plusieurs écrans qui sont différents. Parce que là, je vous montre une application qui est en cours de développement. Tac. Donc, dites-vous que celle-là sera prête pour le mois de septembre. Là, je vais vous montrer un autre truc. Donc là, donc ça, le live canvas, c'est quand on développe, quand on débug, on peut voir directement le rendu que ça donne pendant qu'on code. Mais en fait, le vrai truc, c'est de le lancer soit sur un vrai téléphone, soit de le lancer dans ce qu'on appelle le simulateur, hein. C'est l'émulateur qui permet de voir le résultat. Voilà, par exemple, là, je vais lancer. Là, je vais vous montrer normalement un exemple qui va être beaucoup plus complet. Parce que l'idée de l'application, en fait, c'est d'afficher en fait des restaurants qui vont avoir différents types. Voilà. Donc là, on est en France. Mais je vais vous faire une petite. Attends, je vais faire une petite surprise parce que si je dis pas de bêtises, ça bouge. Voilà. Donc je vais dézoomer comme ça. Et j'en ai un. Et j'ai réussi à trouver un Bookit en Afrique, à Lomé, exactement. Alors, s'il y en a, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous connaissez des Bookits en Afrique. Mais je vais prendre par exemple celui de Lomé. Et en fait, là, je vais pouvoir en fait afficher des informations donc, avec un moteur de recherche. Donc ici, qu'on va pouvoir associer avec donc une recherche sur des mots-clés, par exemple. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Et des fonctionnalités de pouvoir soit appeler, soit pouvoir y aller. Donc là, on va pouvoir, bon, ça va être difficile de la France d'aller en voiture jusqu'à là-bas, pouvoir partager, etc. Donc ça, c'est une application en fait qui se veut simple, donc qui se base d'abord sur la géolocalisation et qui se base sur, par exemple, sur une source de données, parce qu'on parle aussi de connexion avec ce qu'on appelle les fichiers JSON ou JSON, ça dépend comment on l'appelle. Et en fait, ici, ma source de données, en fait, ici que j'ai la liste de tous mes restaurants. Alors là, j'en ai énormément si je descends. Mais ce qui est important pour moi ici, c'est d'avoir au moins les informations sur la latitude et la longitude de chaque restaurant, parce que c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir les représenter. Et si je vous montre un exemple, parce que entre le code et ça, entre la source de données et l'application, il y a beaucoup de choses entre les deux. Si je traduis, par exemple, ce fichier-là, comment je le traduis? En fait, je vais avoir ce qu'on appelle une classe, je vais avoir un fichier ici. Alors, ils sont rangés dans des sous-dossiers, mais je vais faire un exemple simple. Si je prends mon dossier modèle, voilà. Je prends mon dossier modèle, j'ai un modèle restaurant. Ben, mon modèle restaurant, je vais juste fermer ça. Voilà. Par exemple, ici, mon modèle restaurant, il va reprendre en fait les informations que j'ai dans mon fichier JSON. Donc, par exemple, le nom de mon restaurant, il va être de type string, de chaîne de caractères, description, etc. Donc là, je vais modéliser, je vais représenter mon restaurant. Donc là, il y a pas mal de code parce que je fais pas mal de raccourcis. En fait, ça, c'est pour
c'est pas pour faire spécialement du beau code, mais c'est pour faire en sorte que le code soit le plus générique possible. Et c'est-à-dire un objet, par exemple, qui s'appelle latitude. Lat, dans mon fichier JSON, bah, je l'ai converti en quelque chose qui s'appelle latitude. Donc voilà, j'ai tout un système de mécanique qui va me faire les correspondances. Et mon application, la seule chose qu'elle a besoin de faire, c'est créer un restaurant et l'afficher sur la carte. Et ça, c'est grâce à mon écran qui s'appelle… Je vais l'appeler, je crois que c'était MapView, je crois. Hop. Et je vais l'afficher là, comme ça. Ça, vous allez pouvoir l'avoir en vrai. Alors, vous avez vu, une application, en fonction de la complexité de l'application, il y a beaucoup de code. Hein. Il y a beaucoup de code à prévoir. Donc ici, là, la carte, elle ne s'affiche pas parce que je suis dans le canvas, c'est pour ça que je le fais avec le simulateur. Mais il peut avoir pas mal de code des fois pour faire des choses qui se veulent simples. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait une application, il faut déjà avoir la vision de qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que il y a deux choses. Il y a simple pour qui? Simple. Est-ce que c'est simple pour le développeur ou est-ce que c'est simple pour l'utilisateur? Moi, la priorité, c'est que l'application soit simple pour celui qui va l'utiliser. Pour qu'elle soit simple, ça veut dire qu'elle va devoir tenir aussi compte de concepts qu'on appelle ergonomiques. Ergonomique, c'est par exemple l'application, c'est généralement c'est avec un pouce ou avec deux doigts. Par exemple, avoir un slider pour avoir accès aux informations, des boutons qui sont assez simples, des choses qu'on va afficher en plein écran. Et c'est pour ça que dans cette nouvelle version en fait, de mon application, j'ai voulu faire en sorte de réduire tout ce qui est navigation et de pouvoir avoir des choses qui soient assez dynamiques. Alors, tu vois, si je vais à Paris, si je zoome, j'ai beaucoup de choses. Et pour les amateurs de poulet, je vous recommande une adresse, c'est Stand Boucané. Donc voilà, ça c'est une spécialité aussi qu'on a aux Antilles, le poulet boucané. Ça c'est top. Donc ça, c'était l'exemple, voilà, un exemple d'application que j'ai fait. J'en ai avec plus de classes aussi, parce que j'ai beaucoup de projets. Et ce que je voulais faire aussi avec le code, c'est je vais vous montrer comment on crée un nouveau projet sur Xcode. Donc, je vais faire un nouveau projet en fait qui va être vierge. Ce qui est bien aussi sur iOS, c'est que quand on crée un nouveau projet, on a aussi des projets qui sont déjà préfaits. C'est-à-dire que si on veut créer un jeu, une application de réalité augmentée ou une application basée par exemple sur les documents, on a déjà des templates qui sont tout faits. Là, je vais faire une application simple. Je vais l'appeler J2Code. Je vais créer un nouveau projet. Nouveau projet, en fait, ça apparaît comme ça. Par défaut, en fait, ça va être un écran qui va être vierge. Mais là, je vais vous montrer comment on peut faire des choses aussi assez simplement. Alors, je vais essayer de faire un truc. Le temps que ça charge, je vais remettre le partage d'écran. Jean-Noël, si tu es là, j'ai une petite question pour toi. Okay. Alors, je vais essayer de télécharger un logo de J2Code. Alors, je ne sais pas si tu en avais un. Je voulais faire un petit test en live. Ok, donc je te l'envoie. Sinon, je peux essayer d'en télécharger un. Si tu en as un, si tu peux me l'envoyer comme ça, je vais essayer de faire une page. En fait, là, ce qu'on va essayer de faire, je vais vous montrer comment on peut faire une page de login, quoi, une page d'accueil. Et je voulais faire la démo avec Tu, tu, J2Code, justement. tu le veux en PNG, c'est ça? Ouais, PNG, ouais, si tu l'as, Ok, parfait. tu peux m'envoyer. Tu préfères le blanc ou le noir? Mets-moi le noir, s'il te plaît. Ok, parfait.
comme ça va être sur fond blanc. OK, c'est bon dans la discussion. Tac. Du live, voilà, c'est live coding, hein. Ok, merci. Alors, je vais la télécharger et je vais remettre le partage d'écran. Ok, parfait. Alors, attends, je vais l'enregistrer. Donc, je vous le fais en live, hein. Tac. Ok, parfait. Alors, je me remets en partage d'écran. Hop, 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 hop. Ok. C'était pas celui-là, c'était celui-là. Ok. Alors, attends, parce que là, vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Parfait, c'est bon. Ok. Donc, là, je vais faire un exemple qui est simple. Je vois, il y a des dessins sur mon écran, mais quelqu'un qui a fait une fusée SpaceX. Alors, ok, alors attends, parce qu'il faut que j'aille dans. Ok. Donc là, je suis sur un écran simple. Ça, c'est un écran vierge quand on crée le projet. Donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter déjà l'icône là que tu m'as donnée. Donc, j'ai un dossier en fait qui s'appelle Asset sur iOS ici. Et je vais l'appeler J2 code et je vais l'importer. Attends, là, je vais faire import, download, logo noir. Voilà, hop. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'importer déjà le logo dans le projet. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, maintenant que j'ai importé mon logo là dans le projet, je vais retourner sur mon fichier qui s'appelle ici Content View. Donc, la Content View, c'est c'est le nom de ma vue, hein, tout simplement. Et ce que j'ai envie de faire déjà, j'ai envie juste déjà d'afficher l'image. Donc, c'est assez simple. En fait, si tu veux importer une image dans un projet, ben, tu as juste à l'appeler. Je relance le simulateur ici. Et là, tu vas voir que tu vois ton application, ton logo, il apparaît ici. Donc déjà, c'est une ligne de code, hein. Là, je n'ai rien fait encore de particulier. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser en fait des différents programmateurs où en fait, je vais pouvoir lui définir sa propre taille. Donc là, si on regarde, donc il y a un modifieur qui s'appelle Resizable qui permet de la retailler. Et en plus, je vais pouvoir lui définir aussi son aspect. Donc là, j'ai une propriété qui s'appelle aspect ratio et je vais pouvoir lui dire fit et ça lui permet de rentrer comme ça. Donc, tu vois, ici, assez rapidement, déjà, je peux déjà constituer, l'intégrer déjà le logo. Donc ça c'est déjà bien. Maintenant, si je veux rajouter, par exemple, imaginons, Jean-Noël, on veut faire une page de connexion, par exemple. Donc là, j'ai envie de rajouter un champ login et mot de passe. Alors, en SwiftUI, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des conteneurs. Donc là, je vais utiliser un conteneur en fait qui s'appelle VStack, ça veut dire Vertical Stack, ici, dans lequel en fait je vais mettre mon image. Je vais mettre mon image ici. Donc visuellement, il n'y a rien qui change, mais je vais pouvoir mettre des éléments les uns en dessous des autres, tu vois. Donc là, par exemple, j'ai envie de mettre un champ de texte ici qui va s'appeler, par exemple, je ne sais pas, login. Je vais l'appeler login. Et le login, en fait, je vais l'associer avec son propre champ de texte. Et en fait, en Swift, tu vois, la particularité, c'est comme en MVV. Alors, si on parle un peu d'architecture, SwiftUI, on va dire, il se base plus sur une architecture qu'on va appeler MVVM, c'est-à-dire qu'on va avoir plus le côté MVVM. MVVM, Model View, View Model.
ça, c'est sur la partie architecture, mais ça, je vais montrer après comment ça marche. En gros, chaque élément graphique, il est associé à une valeur de sa source de vérité. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, mon champ de texte login, il aura une propriété que je vais appeler, par exemple, ici, @state private, ouais. Private var, et je vais l'appeler login, qui sera un champ de texte. Et je vais en faire un autre qui va s'appeler password. Ici, comme ça. Donc là, je vais lui associer son champ login. Son champ login. Et après, j'en ferai un autre pour le mot de passe. Donc là, normalement, si je ne te dis pas de bêtises et que ça se génère. Professeur. Oui, allô? Allô? Il y a quelqu'un qui posait une question? Pose une question. Alors, attends, je vais refaire ça. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui dérange, Michael. Ouais, il vient d'être jeté aussi. Ok, il a écrit des choses sur l'écran, là, c'est assez désagréable. Ouais, et je ne sais pas comment l'enlever. Et toi, je sais pas comment tu tiens d'ailleurs, Michael, je sais pas comment tu as fait. Parce que Parce que d'habitude, je code les yeux fermés, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais après, non, mais je pense que ça dérange surtout ceux qui regardent, en fait. ouais, tout à fait. Alors après, je ne sais pas si, Jonel, tu as moyen de désactiver ou s'il faut que je ferme et que je… Attends. Ouais, essaie de fermer, tu repartages à nous. Ok, merci Noël. Merci, monsieur. Ouais, alors du coup, attends, ça partage plus le bon écran. Alors attends, je vais refaire. Alors là, vous voyez l'écran J2 Code là? Là, c'est Oui, bon. oui, c'est bon. C'est sûr. Parfait. Ok, donc, ok, donc ça c'est bon. Donc là, par exemple, j'ai rajouté simplement un champ type login auquel je vais lui rajouter un padding, par exemple. Padding, c'est juste qu'il y ait des marges autour. Tu vois, ça met un peu plus d'espace. Et je vais mettre un autre champ qui s'appelle Secure Field. C'est pareil, hein. Ça, c'est pour afficher les mots de passe, où je vais juste lui donner le nom. Je vais l'appeler password. Password. Et ici, je vais lui associer le champ de texte password qui va avec son padding, etc. Donc, c'est assez rapide en fait de constituer des interfaces. Et par exemple, ici, je vais faire un bouton comme j'avais fait tout à l'heure. J'ouvre mon programme, il me propose différentes actions. Donc ici, je vais faire… Donc, la commande print, c'est ça, c'est pour te permettre d'afficher dans la console. Je vais l'appeler connexion, par exemple. Et ici, ça, j'efface. Et je vais faire un texte. Hop, comme j'avais fait tout à l'heure. Donc là, j'ai refait rapidement. Voilà. Je crois que j'ai fait ça comme ça. Okay. Voilà. Et ensuite, lui, je peux lui mettre… Alors, c'est assez souple, en fait, hein, de pouvoir coder. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais mettre une couleur, par exemple, en background. Par exemple, je vais mettre blue. Non, ouais, si je vais mettre en blue. Et le texte, je vais le mettre en blanc. Alors, je vais faire ça, foreground color, hop, color white. Et je peux même mettre un petit bonus. Il y a énormément de ce qu'on appelle les programmateurs, c'est toutes ces options-là. Par exemple, si je veux mettre des bords arrondis ou si je veux customiser un peu plus mon bouton, je crois qu'il faut que je le mette sur le bouton. Alors, l'ordre, il est très important. Je crois qu'il faut le mettre avant ou après. Si je dis pas de bêtises.
Alors, mon ordinateur, des fois, il est un petit peu lent. Pas te mentir. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai fait, entre guillemets, rapidement, on va dire une page de connexion. La page de connexion, tu vois, quand tu regardes, c'est même pas 20 lignes de code. Après, qu'on peut personnaliser, bien sûr, on peut faire pas mal de choses. Donc, voilà. Là, il m'a arrondi le bouton, l'écran du bouton. Donc, voilà. Là, je vous ai montré juste un petit exemple. Donc, peut-être, Jean-Noël, ça va te donner des idées. Mais c'est vrai, très rapidement pouvoir avoir un aperçu et pouvoir lancer. Donc là, imagine, je vais juste lancer le code là. Je lance sur mon moteur. Là, je lance sur je crois que c'est sur un iPhone SE. Alors, le simulateur, il est là. Donc là, ça charge. Et je vais pouvoir rapidement voir le résultat. Alors, bien sûr, là, on est sur un framework qui se focalise déjà sur vraiment l'interface. C'est-à-dire que si tu travailles avec un designer, il te donne des maquettes et les ressources, tu vois, c'est assez intuitif, assez simple, assez rapide de pouvoir construire un écran de connexion. Donc, si je clique sur Login, par exemple, je vais pouvoir… Voilà. Là, j'ai mis un champ type Secure Field, donc c'est un champ de type mot de passe, donc, classique pour pouvoir avoir. Et ensuite, en fonction du champ de texte que je veux, il y a plein de paramètres. Je peux dire que je veux afficher le clavier avec numérique. Imaginons que le login, ce soit que des chiffres ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes aussi à customiser. Après, il y a tout ce qu'on appelle les gestures. C'est les gestes qu'on peut faire avec un, deux doigts, plusieurs doigts sur l'écran, etc. Donc ça, je ferai des vidéos pour ça, pour montrer. Mais là, je voulais vous montrer comment on peut faire assez rapidement des interfaces. Si je reviens sur ça, voilà. Donc voilà, Jean-Noël, pour la partie code, je voulais faire en deux parties. La première, c'était avec Bucket Finder pour montrer un exemple de projet existant. Et là, comment on fait un nouveau projet assez rapidement en intégrant une image, comme je l'ai montré ici. Tu vois, je l'ai intégré rapidement dans mon dossier Asset, c'est mon dossier avec les ressources, mon champ de login, mon champ de mot de passe et mon bouton connexion. Donc voilà, on pourra bien sûr imaginer que quand j'appuie sur connexion, tu vois ici, je fais un appel web service, j'aurai ma roue qui va charger et puis tu vois qui va me connecter ou pas à chaque fois que je vais manipuler mon écran. Donc ça, c'était un exemple pour le faire montrer assez rapidement. Ouais. Ok, vraiment merci, merci Michael. Très intéressant. Merci aussi pour la pub au passage. Ouais, normal. Donc, C'est pour montrer, c'est pour montrer déjà, bon, on est ensemble, ça, il n'y avait déjà pas de souci, tu vois. Mais c'est pour montrer que dans les perspectives, c'est-à-dire que si on se projette, tu sais, ce qui nous rassemble, ce qui va nous lier surtout, c'est les projets, c'est de faire des projets ensemble. Douglas, il pourra t'en parler aussi avec 10 000 codeurs. C'est ce qu'on fera ensemble qui comptera. Tu vois, c'est pas tant, tu vois, on a tous nos expériences et on a tous fait des choses, mais pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire. C'est surtout ça pour moi qui est important. ok. Alors, donc, là, tout de suite, on va passer à la troisième série Ouais. à la troisième partie, pardon, qui concerne les questions-réponses. Je pense qu'il y a déjà certaines questions dans la discussion. Donc, c'est l'occasion de répondre, mais avant de laisser répondre à ces questions-là, j'aimerais offrir le bal. Et voilà. Moi, aujourd'hui, avec la démo, avec les explications, je suis intéressé à voir un peu quelle est ta démarche, en fait, quand tu es en face d'un projet mobile. Quelle est la démarche que tu appliques avant même de commencer à coder? Quelle est ta démarche que tu appliques? Donc, après ça, tu pourras répondre
aux autres questions. Merci. Oui, alors, c'est ben, c'est même la meilleure question. C'est ça, parce que pour moi, le code, c'est le choix technique, tu vois, il va en dernier. La première chose que je demande, parce que souvent, la première question qu'on demande, on me dit, voilà, bonjour, je voudrais une application, ça coûte combien? J'ai l'occasion de répondre à ça avec un exemple assez simple. C'est quand je réponds, ça coûte combien une maison? Cet exemple-là, je le fais à chaque fois parce que, en fait, quand on n'arrive pas à s'identifier à quelque chose, les applications, tout le monde ne connaît pas, on ne sait pas comment ça se passe, mais quand on ramène à quelque chose de plus concret, bah, les gens ils disent bah oui, mais ça dépend, tu vois, ça dépend. Si tu veux un jardin, un appartement, ça dépend du nombre de pièces, etc., etc. Donc on sait représenter ça et on sait qu'une maison coûte plus ou moins cher en fonction de sa superficie, du nombre de pièces, etc. Moi, ce que je pose d'abord comme question, c'est est-ce que tu veux que ton application elle soit disponible sur tous les supports? Première question. La plupart du temps, c'est oui. Donc, tous les supports, on est d'accord, c'est iOS, Android aujourd'hui. On ne parle plus d'autres plateformes. Donc, après, on va dans la deuxième question. Avant d'arriver au choix technique, et on va arriver sur les solutions hybrides, etc. C'est d'accord, tu veux ça, est-ce que tu veux, ok, d'accord, est-ce que tu veux que les gens aient une page de connexion? Ah oui, oui, il faut qu'ils se connectent avec Facebook et Twitter et ceci et cela. Ok, tu notes. Donc, en gros, si tu veux, moi, la première chose que je fais, c'est que je te fais un espèce de sondage qui va m'amener à choisir la direction, tu vois, que je veux prendre. Est-ce que moi, je le fais personnellement? Est-ce que je le sous-traite? Est-ce que, tu vois, c'est tout ça. Mais je suis obligé d'essayer d'identifier une trame, tu vois, pour que les personnes elles puissent s'identifier. Je suis obligé, tu vois, je suis obligé de te demander, est-ce que tu auras un process de login? Est-ce que c'est plus une application d'actu? Est-ce que tu auras besoin d'intégrer une plateforme de e-commerce, que tu veux des commentaires. Tu sais, et après, je vais te poser des questions beaucoup plus fines, si tu veux. Donc, et en fonction de ça, déjà, tu arrives à identifier une estimation. Je ne vais pas te parler en estimation en argent. Je te dis déjà, tu as une estimation de la complexité. Est-ce que tu veux des super designs? Est-ce que tu veux un truc plus qui marche et c'est tout, tu vois? Donc, je m'imprègne de tout ça. Je pose toutes ces questions-là. Et ensuite, je te fais plusieurs propositions, tu vois. Et en fonction de ça, moi, je regarde si ça vaut le coup. Parce que tu sais, des fois, ouais, j'ai pas de budget ou j'ai pas le temps, il faut que ça sorte vite. Donc, tu vois, c'est en prenant tout ça, après que je fais mes choix. Mais tu vois, ça demande du temps. À chaque fois, tu vois, ça demande du temps. Parce qu'on peut avoir une idée de ce qu'on veut. On veut une application. Par exemple, je peux prendre l'exemple de J2Code ou n'importe quelle autre plateforme. L'idée, c'est moi, la question surtout que je me pose, c'est qu'est-ce que tu offres à l'utilisateur? Qu'est-ce que tu permets à l'utilisateur de faire? Qu'est-ce que tu veux que l'utilisateur y voit? Moi, c'est ça qui est important sur mobile, tu vois. Plus important que ouais, combien ça coûte, tu vois? Je veux dire, si tu y crois aussi suffisamment, parce que c'est bien, tu sais, j'ai eu beaucoup de projets, beaucoup de gens me disent: «Ouais, je vais faire une appli», ils y croyaient même pas, tu vois? Ils sont pas à fond dedans. Donc si tu es plus motivé qu'eux, tu vois? C'est pas moi, je trouve que c'est pas intéressant. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment de poser toutes ces questions-là, le contour déjà pour savoir, heu, ce que tu veux. Peut-être tu veux faire juste un projet, c'est pour essayer, tu vois? Tu es pas obligé de faire un projet qui va faire des millions. Si tu veux faire un projet startup, je te pose d'autres questions. Donc, c'est un long travail hein, d'études, de questions. Ouais, moi, c'est comme ça. Et à la fin, je te dis, bon, prends cette direction, ou ça, je te le fais, ou soit va voir lui, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. OK, merci. Donc, n'hésitez pas, les gars, ouvrez vos micros. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Aussi, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, n'hésitez pas à poser les questions. On va retransmettre les questions à Michael. Merci. Alors.
Donc, si les micros ils sont ouverts, n'hésitez pas. Je regarde en même temps, Jean-Noël, je regarde aussi la liste. Ouais. Il y a les différents liens. Ah, Amine. Ah, attends, je regardais. Ah, il y a un de mes étudiants. Il y a un de mes étudiants, Amine, que je salue. OK, super. Ouais, c'était un de mes étudiants. Bah, je vais le big up, Amine. C'est ouais, Amine, il fait pas là. Il fait partie des ce que j'appelle les top étudiants dans le sens dans la formation Apple, parce que moi je fais des formations pour Simplon. Et Amine, il est dev web à la base. Et bah voilà, on est connecté, parce on est dans un groupe WhatsApp, Discord. Et, euh, et ouais, non, ça fait plaisir de voir que j'ai aussi des étudiants qui sont dans le webinaire. Alors après, il y a des gens. Bon, après, il y a des commentaires qui ne sont pas spécialement intéressants. Je précise, hein, parce que bon, ça commence par suck. C'est pas intéressant. Alors, Dieudonné, alors, il y a Dieudonné Auré, je crois, hein, Ouais. qui a mis j'ai l'impression de voir un peu flûteur dedans. Alors, je faisais un peu le parallèle. Je faisais un peu le parallèle parce que Swift, justement, euh, alors Apple n'aime pas quand on compare ça avec d'autres langages, mais dans l'idée de la notion de réactive, tu vois. Euh, iOS, ça a toujours été basé sur une programmation plus itérative, tu sais, c'est du if-else, etc. Fallait gérer avec des frameworks des choses un peu plus asynchrones. Et il y avait certaines dépendances avec l'architecture MVC, en fait, avec la notion de contrôleur qui fait le lien entre la vue et le modèle. Mais c'est sûr que cette approche-là, elle a permis d'enlever une cloison, on va dire. Elle a enlevé une cloison qui permet d'avoir des interfaces où les composants, maintenant, ils sont indépendants, ils peuvent fonctionner de façon plus réactive. Et sur certains aspects, ça ressemble à Flutter. Et c'est pour ça que moi, si je mise sur SwiftUI, parce qu'aujourd'hui, soyons aussi clairs, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, sur le marché, aujourd'hui, 99, peut-être 7%, 99,7% des applications sont faites avec UIKit, qui est le framework original. Ce que je vous ai montré là, c'est encore nouveau, ça va faire 1 an que ça a été présenté en bêta, mais ça, vous n'allez pas le faire en entreprise tout de suite. Donc, c'est vrai, il faut aussi le dire, quelqu'un qui commence l'apprentissage sur iOS, moi, je lui recommande de commencer avec ça, parce que ça, c'est le futur, c'est la suite, et c'est une bonne façon de rentrer dans l'écosystème iOS. Par contre, euh, aujourd'hui, si tu cherches un travail, tu dis que tu n'as fait que du Swift UI, ben, c'est peut-être pas encore, peut-être en entreprise, en tout cas, pour les enjeux de l'entreprise, c'est peut-être pas encore la techno. euh, Même si tu fais de l'iOS, c'est peut-être pas encore la techno en fait qu'un employeur va encore miser dessus. Il y aura toujours ce décalage, mais en tout cas, moi, c'est sur celui sur lequel, en tout cas, j'apporte mes cours et celui où je permets voilà, aussi de mettre rapidement en place des interfaces et mettre déjà un premier pied dedans. Donc ça, c'était pour répondre au point sur Flutter. Et merci à Douglas pour les relais. C'est vrai que quand je parlais de combien ça coûte une appli, ouais, j'avais fait une vidéo où je parle un peu de ça. Et ça, c'est good. Et je te disais, oui, pour revenir sur Flutter, je sais qu'il y a beaucoup de projets. Alors, après, je vous laisserai me confirmer. Je sais qu'il y a beaucoup de projets sur le continent africain qui sont construits sur cette technologie qui permet justement d'avoir un accès peut-être plus rapide au marché et de pouvoir répondre aussi à la problématique d'être sur les deux plateformes. Et je vois que ça se développe plutôt bien. Ouais, s'il y a des retours
S'il y a des retours sur ça, c'est bien aussi. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Alors, moi, je vais mettre une question. Comment se former à SwiftUI et combien de temps pour avoir ton expertise, Michael? Oh, alors, combien de temps pour se former à SwiftUI? Alors, tu vois, c'est une question que j'aurais bien laissé un de mes étudiants répondre. Mais je ne sais pas si Amine il est là. Mais combien de temps? Alors, tu fais bien de poser la question. Aujourd'hui, moi, je forme des gens en 4 semaines. D'accord. 4 semaines. Avec le programme d'Apple, là, celui que je porte. 4 semaines, en fait, c'est pas 4 semaines intensives que de code, hein. C'est Ouais. 4 semaines où on va avoir une vision qui va être la première semaine sur la partie plus design, réflexion du concept. Donc, tu vas travailler sur ton concept, tu vas rechercher les questions, tu vas le creuser. Semaine 2 et 3, tu vas faire les bases de Swift, qui est le langage pour développer avec SwiftUI. Et SwiftUI qui est la partie graphique. Donc, tu vois, c'est les deux, puisque Swift, c'est le langage un peu comme le Java ou le Python ou le JavaScript. C'est le langage, en fait, où tu vas découvrir ce que c'est une variable, une constante, une fonction, les concepts qu'on va retrouver en programmation. Donc, avec le langage. Et après, SwiftUI, c'est vraiment la partie pour concevoir des interfaces. Parce que les expériences mobiles, elles sont beaucoup liées aux interfaces. Souvent, quand on dit l'application elle est bien, c'est que toi, il y a ce petit truc de gesture du touch, d'accès qu'on va pouvoir retrouver grâce à ces technologies-là. Ça c'est plutôt cool. Après, SwiftUI, il y a la partie simple. Là, ce que je vous ai montré, on peut faire des interfaces simples. Et après, il y a des parties qui sont quand même un peu plus avancées. Si on veut faire des choses plus génériques, des choses comme ça. Donc, moi, je pense, d'un point de vue formateur, que 2 mois où tu fais que ça, ouais, largement. Largement, tu peux être autonome en 2 mois. Mais en faisant beaucoup de mini-challenges, c'est-à-dire quand je dis mini-challenge, c'est des projets, je ne sais pas, parce que c'est beaucoup la pratique, hein. Ce n'est pas juste je te donne 2 mois de cours théoriques et après c'est bon. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est de la pratique, c'est de mettre en place des mini-projets, un peu comme ce que je vous ai montré là, hein. L'exemple de la page de login, ça c'est un mini-projet auquel on va brancher le truc, la customisation et tout. Donc ça peut être fonction, comme je dis aussi à mes étudiants, en fonction de leur assiduité, ça peut être plus ou moins rapide, ouais. Beaucoup plus rapide qu'avant. Beaucoup plus rapide qu'avant. Ça, c'est une certitude. Donc, au moins 2 mois, en plein, c'est large. Et avec quel prérequis? Mes études, il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis. C'est beaucoup plus simple. C'est sûr que quand tu as un background de dev web, par exemple, comme ça a été le cas pour moi, mais tu peux apprendre sans aucun prérequis. C'est ça aussi qui est bien avec le programme de formation sur lequel je suis. C'est que tu n'as pas besoin de prérequis techniques pour faire ce programme-là, en tout cas de 4 semaines. Quand tu as un prérequis en fait, non. Quand tu as une expérience de développeur déjà, c'est largement plus simple. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Mais il n'y a pas de prérequis. Ok, merci. Merci, Douglas. Alors, il y a une autre question qui va un peu dans le même sens. Il y a Canel sur Facebook, Canel CK, qui demande quelle est la courbe d'apprentissage de Swift. Je pense, si on parle de courbe d'apprentissage, je pense que cette courbe d'apprentissage, elle est rapide. Rapide dans le sens, je ne sais pas comment j'aurais pu faire, mais elle est rapide dans le sens où les notions, en fait, Swift, c'est un langage moderne. Si je compare avec Java, Objective-C ou d'autres langages, c'est un langage moderne parce que tous les concepts, ils ont été simplifiés. Ça a été vraiment simplifié aussi bien sur la syntaxe, sur la clarté aussi, sur la clarté du langage. Et c'est aussi un langage aussi qui se veut aussi bien expressif et se dit safe. Safe dans le sens où, comme le langage il est fortement aussi typé, on utilise beaucoup de concepts. Après, si j'entre plus dans le détail,
pour faciliter en fait la façon de structurer son code, la courbe d'apprentissage, elle est assez rapide. Vu qu'en 4 semaines, comme je disais, avec les formations qu'on fait, bah, les étudiants ils sont en capacité déjà de créer un mini prototype en fin de formation. Parce que l'idée de la formation, c'est de faire une application qui est pour visualiser les étapes nécessaires pour pouvoir développer une application, n'importe quel projet même, j'ai envie de dire. N'importe quel projet. Donc, ouais, c'est rapide. En tout cas, ça peut être rapide, comme je disais, ça dépend de l'assiduité de chacun, quoi. Je vois une autre question dans la discussion. Alors, alors c'est Dieudonné, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Je veux savoir si pour la conception de vos applications, vous faites aussi le back-end. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je ne le fais pas à titre personnel. Je ne fais pas mon propre back-end. Je travaille avec un développeur qui est avec moi, qui est dans mon équipe aussi. Lui qui est développeur PHP Laravel, sur la plateforme PHP Laravel. Je sais qu'il y a une communauté au Cameroun, je crois, ou en Afrique, il doit en avoir même plusieurs qui travaillent sur ça. Donc moi, j'ai mon développeur qui travaille avec moi et c'est lui qui fait le back-end pour moi. À savoir aussi que, voilà, oui, c'est une bonne question parce que sur une application mobile, on a besoin, parce que l'application, vous avez compris, c'est du front, hein, c'est de l'interface. L'application, elle communique forcément avec un serveur de données ou un back-end. Sur mobile, on a des plateformes comme par exemple Firebase, qui est beaucoup utilisée dans l'écosystème mobile, parce que ça évite d'avoir à développer un full back-end ou avoir des compétences de dev full stack, etc. Donc, ouais, c'est important, mais moi, je ne le fais pas personnellement. Je travaille avec un développeur qui s'en occupe. Ouais. Et vous pourrez jeter un coup d'œil sur la communauté Laravel Cameroun aussi. Ouais, ça c'est cool aussi. En complément de la question de Douglas, comment se former sur SwiftUI, alors moi je le fais sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je mets des petites vidéos pour montrer un peu comment ça marche. Et l'idée, voilà, c'est d'aller après progressivement avec des cours qui vont être plus structurés, plus longs, sur des cours en ligne. Donc voilà, donc ça c'est ce que je commence à faire, c'est en parler et après après ça va monter en puissance pour les structurer. Et aussi avec, pourquoi pas, avec 10 000 codeurs, proposer un petit truc spécial par rapport à ça. Parce que là, en fait, il faut que je réfléchisse à la structure de tout ça pour inclure ça aussi dans le parcours d'apprentissage. Parce que le mobile, en fait, ce que je n'avais pas précisé, c'est que quand je dis formation de dev mobile, je prends l'axe iOS pour le faire. C'est à défaut de pouvoir aller plus loin, tu vois. Sur Android, hein, j'ai Android Studio aussi, hein, tu vois, je peux faire même du Flutter aussi si je veux, tu vois. Mais c'est juste, pour le moment, je prends cet axe-là pour faire découvrir l'écosystème mobile iOS, précisément parce que ça, c'est ma spécialité. Et après, bien sûr, pouvoir ouvrir sur un panel de compétences mobiles comme Flutter et autres. Tac. Alors, je pense qu'on va boucler. Donc, je tiens déjà à dire merci à tous les participants. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci particulièrement à toi, Michael. Tout à l'heure, tu auras le mot de fin pour terminer. Donc, avant de terminer cette session, on aimerait parler justement de la prochaine intervention. Il faut savoir que ces webinaires se font à chaque fois
on essaie de diversifier les thèmes. Donc, ce mercredi, nous parlerons de DevOps. Donc, si vous me permettez justement de partager mon écran, le prochain intervenant sera un de nos confrères au niveau de la Côte d'Ivoire qui parlera justement de DevOps, il parlera de Blue and Green Deployment avec Kubernetes et Jenkins. Donc, soyez là, soyez connectés mercredi 10 juin à partir de 21h GMT. C'est Franck Kessé qui est aussi à la tête de son agence digitale et qui est très à fond dans tout ce qui est DevOps et d'autres technos. Donc, ça sera du côté d'Abidjan, 21h GMT. Et voilà. Donc, après, on tient aussi à dire merci à nos partenaires, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui relaient aussi les différentes informations. Nous tenons à dire merci à Akil Technologies et à, comment dirais-je, Côte d'Ivoire, qui est un partenaire justement sur ces webinaires-là. Il faudrait savoir que ces webinaires ne sont pas que des séances qui se feront en ligne, mais après, on va justement les prolonger sur des masterclass en présentiel après pendant la période de déconfinement, de manière totale au niveau de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Donc, on fera des masterclass très pratiques. Donc, déjà, merci à Côte d'Ivoire qui s'associe à nous pour permettre de pouvoir garder en fait en éveil cette communauté-là qui est là. On dit merci également à 10 000 codeurs qui, justement, a relayé aussi, qui continue de relayer aussi nos posts. Et c'est aussi l'occasion pour nous de dire à toutes les personnes qui souhaitent justement s'associer à nous pour faire grandir cette communauté-là, de pouvoir nous apporter la main d'association. Merci à Apuedia et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous qui étaient connectés. Donc, Michael, ton mot de fin. Et après, on va annoncer une surprise et puis voilà, boucler le webinaire. En tout cas, déjà, merci déjà pour m'avoir fait participer et pouvoir échanger. Et j'espère que ça a pu inspirer des personnes et ça peut les motiver à se dire, voilà, moi aussi, je peux le faire. Parce que moi, je suis quelqu'un comme ça, moi, je donne la force. C'est pour que tu l'apprennes et que tu puisses aller plus loin. Merci aussi à 10 000 codeurs, à Douglas pour la confiance. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire, voilà, derrière, il y a encore plein de gens qui ont envie, tu vois, de savoir comment on fait, tu vois, pour aller plus loin. Et c'est cool de pouvoir partager avec vous. Cool de montrer aussi mon univers, parce que là, je vous montre un petit morceau de mon univers. C'est un petit peu, voilà, aussi ce que je fais, ce que j'ai envie de proposer. Et voilà, ce genre d'initiative, écoute, la prochaine, il y a pas de souci. De toute façon, Journal, on est connectés, on est ensemble, comme on dit. Et je vais vous laisser juste le lien. Je vais le mettre dans le Zoom, là. Je vais mettre le lien de ma chaîne. Ça, c'est le lien de ma chaîne YouTube. Je vais le mettre ici. Comme ça, voilà. Pour ceux qui veulent, voilà, vous pouvez vous abonner. Et comme ça, vous pourrez voir aussi, voilà, je fais plein de vidéos. La prochaine, ça va être justement hybride versus natif, où je vais parler un petit peu des avantages, des inconvénients, pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre, dans quel contexte on va les utiliser. Donc voilà, ça sera cool. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à vous abonner. Et puis comme ça, on reste aussi connecté. Et puis voilà, merci encore Jean-Noël. Merci à J2 Code. Et j'espère un jour avoir l'occasion de venir aussi en Afrique, parce que tout le monde m'a dit, mais il faut que tu ailles d'abord en Côte d'Ivoire, il faut que tu ailles au Sénégal, tu vois. Donc, je ne sais pas, tu vois, je sais pas. Je sais pas ce qui est mieux, mais voilà. Ah, ton micro, il est coupé. Ouais. À Abidjan, d'abord, je ne dirais pas autre chose. Je représente 225 Donc, voilà, c'est une bonne transition pour nous, pour aussi annoncer la surprise.
Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, tout ça, et l'effort qu'on a déjà fait, l'effort terrain qu'on a fait, on a pensé justement à une forme d'ubérisation de cette communauté technologique-là. Et on est aussi sollicité un peu partout dans la sous-région. Donc, très prochainement, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, on annonce aussi l'arrivée de l'application mobile de la Journée du Code qui viendrait justement ubériser tout cet écosystème-là. Et j'en dirai pas plus, mais on reste connecté. Certainement, on viendra prendre le pouvoir de ton côté aussi, justement pour bonifier cette application et la déployer sur le App Store. Voilà. Voilà. Oui. Donc, c'était aussi le moment qu'on cherchait pour annoncer l'application mobile. Le thème de cette session tombe à pic. Donc, nous annonçons l'arrivée de l'application mobile. Donc, on annonce à tous ces 3000 participants qu'on a en base de données qu'on entretient dans notre mailing list que très prochainement, voilà, l'application sera là. Au-delà de l'application, on fera aussi toujours des masterclass, des formations, on fera bien d'autres choses. Nos événements semestriels vont reprendre et on espère que cette période de crise sanitaire va passer et puis on va continuer à faire avancer les choses avec la technologie. Donc, sur ce, je tenais à vous dire merci. Merci à tout le monde. Merci. Et puis, n'hésitez pas à aller visiter la chaîne YouTube de Michael. Et puis, je pense que ça va donner la force encore à tout le monde. Donc, merci et puis bonne soirée à tout le monde. Fin du webinaire. Merci à Team de Code. Franchement, Côte d'Ivoire, c'est tout au courant pendant que ça va être très, très lourd.